Bonjour à tous, notre invité ce midi est Marc Esquens, bonjour, ancien Bonjour. Premier ministre, ministre d'État, membre du CDNV, donc le Parti social-chrétien flamand. Je voudrais commencer avec vous un petit peu de parler d'actualité. Est-ce que Oui. vous avez été choqué par les propositions de la NVA sur l'avenir du pays et notamment sur l'avenir de Bruxelles? Mais je suis choqué depuis très longtemps par les prises de position de la NVA. Je n'ai pas été surpris. Ce qu'eux appellent le confédéralisme, moi je l'appelle un séparatisme interne, en attendant la dislocation du pays. Et je crois que les masques maintenant sont tombés. Les choses sont claires pour Les tout le choses sont monde au claires et CDNV. je On sait pense- qu'elles l'étaient pour vous. On s'est toujours dit qu'elles n'étaient peut-être pas aussi claires ou en tout cas aussi clairement exprimées. Par exemple pour Chris Peters, par exemple pour Brigitte Groels. Non, il y a eu des déclarations hier de la part de mon président, M. Beek, et je constate que la même position est prise maintenant par le Parti socialiste flamand et le Parti libéral flamand. Après les élections, on donne la priorité aux problèmes socio-économiques. On vote encore avant la fin de l'année la 6e réforme de l'État et on essaie de la réaliser. Point. Et donc on ne se lance pas dans le confédéralisme souhaité par la NVA. Nullement, ce serait absolument contre-productif et extrêmement dommageable pour notre économie et pour le bien-être de la population. Donc les choses sont claires pour tout le CDNV. Je Sont pose tout la à fait question. clarifiées. On n'a C'est pas une chance que l'avantage- Chris Peters dise l'inverse de Waterbeek d'ici quelques mois ou juste après les Non, élections. la NVA pratique ce que j'appelle de l'auto-exclusion. Ils sont avec leur programme communautaire tout à fait sur une autre planète. Ouais, vous êtes à Télé Bruxelles ici. Ce qui a beaucoup choqué de Bruxellois, c'est l'idée, dans le programme de la NVA, qu'on devrait se déclarer néerlandophone ou francophone et relever de l'une ou l'autre communauté alors qu'on est des voisins de palier. Est-ce que cette idée-là, un jour, pourrait être prise par d'autres partis flamands? Parce que dans l'histoire, on a quand même vu que beaucoup de thèses portées par la Volksunie autrefois et par la NVA maintenant sont finalement au fur et à mesure intégrées par d'autres formations politiques. Non, je ne crois pas, parce que introduire une sous-nationalité binaire est complètement dépassé par les événements et par la sociologie. Il y a à Bruxelles, pour l'instant, 5 à 6 % de néerlandophones qui y habitent et peut-être 30 % de francophones réels qui parlent le français principalement dans leur ménage. Si peu que ça, on Tous parle les de autres- 80 à 90% de Oui, mais francophones. ils parlent souvent le français comme langue véhiculaire, mais à l'intérieur des familles, c'est très multiculturel et c'est très multilinguistique. Et donc cette réalité, elle ne fera qu'augmenter. Bruxelles est la seule vraie ville cosmopolite du pays. C'est à la fois un défi, mais aussi un grand avantage, car c'est la société de l'avenir. La multiculturalité en Europe, c'est un phénomène d'avenir. Et on ne demandera donc jamais aux Bruxellois de choisir entre la culture flamande et la culture francophone. Ça me paraît totalement incongru et ça me paraît aussi difficile sur le plan juridique, parce que j'imagine qu'on aurait beaucoup d'ennuis avec certains traités, certaines directives européennes et même des problèmes devant la Cour européenne de justice. Donc vous renvoyez Bardo Wever à Tout à ses fait. études. C'est complètement irréaliste. Alors, on vous a invité, Marc Esquens, pour un petit livre qui s'appelle Le nationalisme ou le recul de l'histoire. On va le présenter à la caméra. D'abord, peut-être une précision. C'est une traduction en français d'un ouvrage que vous avez sorti en néerlandais, qui a même été réédité plusieurs fois. Ce n'est pas tout l'ouvrage qu'on retrouve ici, hein? Non, pas du tout. J'ai écrit un gros bouquin au printemps qui a été publié au mois d'avril, consacré à un double phénomène, le pouvoir et l'autorité. Et j'analyse aussi les dysfonctionnements de la démocratie. Un chapitre est consacré au nationalisme, qui est un phénomène assez général en Europe. Pas seulement en Belgique, en Catalogne, Pays Basque, l'Écosse, etc. Mais je consacre quand même pas mal de réflexions au nationalisme en Belgique. D'ailleurs, la version française, elle n'est pas seulement une traduction littérale de ce que j'ai écrit en néerlandais. J'ai complètement retravaillé le texte, je l'ai augmenté et je l'ai actualisé. Alors ça commence comme un ouvrage d'un politologue, avec une définition de ce que c'est que le nationalisme, les racines du nationalisme flamand. Et puis j'ai envie de vous dire, ça se termine comme un ouvrage d'un journaliste politique qui nous parlerait de ce qui s'est passé les derniers mois et qui nous ferait le point sur les propositions des uns et des autres. C'est un peu le grand écart entre deux styles et deux volontés. Non, ce n'est pas le grand écart. Au contraire, ça paraît être extrêmement logique. Il faut toujours cadrer
les problèmes d'actualité, dans une structure plus générale. On vit l'histoire tous les jours. Mais l'histoire, à mon avis, a aussi un sens. Il y a des évolutions, des tendances lourdes dans l'histoire. Et donc, j'ai essayé d'intégrer ce qui se passe, entre autres en Belgique, dans un cadre plus global, en analysant aussi les causes et les conséquences de tout ce qui se passe. Ouais. Il y a un terme qui revient très souvent dans votre ouvrage, c'est le nationalisme anti-belge. C'est quoi la différence entre le nationalisme flamand, qui a été l'essor du mouvement flamand et qui a permis à la Flandre de se construire, et ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, le nationalisme anti-belge? Mais moi, je crois qu'on peut cumuler plusieurs loyautés à la fois. On peut aimer son village et sa ville, sa région, en Belgique, la Flandre, Bruxelles ou la Wallonie, et même la partie germanophone. On peut aussi aimer la Belgique et en plus l'Europe. C'est ça la modernité. C'est cette multitude de loyautés. En extraire une au détriment des autres, parce que les nationalistes flamands, comme les membres de la NVA et évidemment du Vlaams Blok, ils aiment leur propre région. Ça, je ne peux pas reprocher. J'aime aussi ma région, comme vous aimez la vôtre. Mais en même temps, ils ont une dent contre les autres régions. Et contre surtout la Belgique. Ils ont une dent contre la Belgique. Ça remonte au début du nationalisme flamand, avant la guerre, même avant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, il y avait une certaine justification, car il est vrai que les Flamands, qui ont toujours été la majorité démographique au sein de ces pays, ont eu des problèmes de discrimination. Et je dois quand même vous rappeler que la première université qui a pu donner des cours en néerlandais, c'est l'université de Gand. C'est arrivé que dans les années 20 du XXe siècle, depuis lors, on a fait du chemin. Au contraire, la Flandre est devenue une des régions les plus prospères de l'Europe. Alors, ça, c'est ce que vous décrivez assez bien, et c'est assez rare de pouvoir l'écrire et de pouvoir le lire. Vous décrivez à la fois les sentiments des néerlandophones, donc ce sentiment d'humiliation lié au passé que vous venez de rappeler, mais aussi vous décrivez le sentiment des francophones qui se disent « mais enfin, aujourd'hui, c'est nous qui sommes humiliés, c'est nous qui sommes opprimés ». Comment est-ce que vous expliquez qu'on arrive à ce double phénomène et cette double incompréhension? Mais l'humiliation des Flamands au cours du XXe siècle fut évidemment la conséquence d'une certaine arrogance culturelle de la part d'une bourgeoisie francophone. Qui était flamande. Qui surtout se manifestait en Flandre. Car le mouvement flamand, en premier lieu, était un mouvement social et culturel dirigé contre l'élite francophone en Flandre. Ce n'est pas originellement un mouvement anti-wallon, ni anti-bruxellois. Mais depuis lors, beaucoup de choses ont changé. Et comme je disais, la Flandre est devenue extrêmement riche. La Flandre a eu l'intelligence d'intégrer sa culture, aussi sa langue, dans la grande Néerlande, avec les Pays-Bas, ce qui constitue quand même une communauté linguistique de 23 millions d'habitants. Ce serait la 6e communauté linguistique européenne. Absolument. Dans le livre, hein. Beaucoup de gens l'ignorent. On a été dépassé maintenant par le polonais depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, mais avant, nous étions la 5e langue la plus importante de l'Europe sur 23. Donc ça n'est pas rien. Et donc pour les francophones de Belgique, il est aussi intéressant culturellement de reconnaître et même de connaître, d'apprendre ce qui se passe dans cet espace linguistique néerlandophone. Vous qui êtes dans une position d'observateur, hein, donc ancien homme politique de premier plan, mais aujourd'hui plutôt dans la position d'universitaire un peu extérieure, le nationalisme wallon et le nationalisme bruxellois, ça existe ou ça n'existe pas? Mais il y a évidemment une fierté régionale que je comprends, que même j'approuve, également en Flandre, mais il faut faire attention aux dérives. Et la dérive commence dès lors que le patriotisme ou l'amour de sa propre communauté ne dégénère en haine de l'autre et évolue vers une espèce de protectionnisme culturel, linguistique, même économique. Enfin, pour prendre un autre aspect, disons la gauche, plutôt en Belgique et dans beaucoup de pays, veut fermer les frontières à l'importation des produits. Donc ça, c'est du nationalisme protectionnisme économique qui est un nationalisme économique. La droite veut fermer les frontières du pays à l'entrée des personnes et réagit contre l'immigration.
Les deux réactions sont explicables psychologiquement, mais sont en porte-à-faux avec la flèche de l'histoire. Vous n'avez pas répondu réellement à ma question. Est-ce qu'il y a un nationalisme wallon et un nationalisme bruxellois, ou est-ce que ça n'existe pas en Belgique? Cher ami, quand je lis la fameuse lettre de M. Destré, Jules Destré, dont on célèbre d'ailleurs le centenaire, c'était vraiment un nationalisme wallon. Et quand j'entends encore dans mon oreille l'écho de la voix de M. Renard, qui a combattu la loi unique de mon père, bon, c'était très nationaliste. Et ça existe encore aujourd'hui, ou ça a disparu? De temps en temps, ça remonte, évidemment, parce que l'un excite l'autre. Dès lors que la Flandre pratique une attitude trop excessive et nationaliste, bon, ça suscite d'autres sentiments de l'autre côté de la frontière linguistique. Alors, j'ai envie de vous poser une question, M. Eskens. Est-ce que vous êtes diroupolâtre? Parce que je trouve que vous êtes très favorable au gouvernement Di Rupo et que vous lui trouvez beaucoup de qualités. Mais je trouve que M. Di Rupo, d'ailleurs, préside un gouvernement qui fait de son mieux. La 6e réforme de l'État, c'est pas rien. Toutes les autres réformes, c'est sous-estimé par la population, mais c'est formidable. Comparé à ce qui se passe en Espagne, au Portugal, dans le sud de l'Europe, alors la Belgique est vraiment privilégiée. Toutes les statistiques le prouvent. Donc tout ce qui a été décision économique et budgétaire. Mais oui, l'assainissement du budget, etc., tout ça est extrêmement important, et sans casser l'économie. Ça, c'est essentiel. En outre, M. Di Rupo lui-même, il vient de loin. C'est un Italien. C'est un immigré. Son père est venu en Belgique. Il a perdu son père, je crois, à l'âge de 5 ou 6 ans. Il a étudié avec des bourses d'études. Il a fait des études brillantes. Bon, il faut le faire. Et au fond, ça plaide en faveur de la Belgique et d'une certaine tolérance que les Belges, les 11 millions de Belges, acceptent un ex-étranger comme leur dirigeant principal. Et ça plaiderait aussi pour une reconduite du gouvernement Di Rupo et avoir un Di Rupo 2. C'est ça, ça dépend du résultat des élections. Mais moi, j'ai déjà écrit des articles pour plaider pour une espèce d'alliance sur base d'un programme commun à présenter aux électeurs. Nous avons encore de graves problèmes structurels à résoudre. La Belgique devient trop chère, il y a un problème de concurrence, il y a un problème de vieillissement, le budget n'est pas entièrement sorti de l'auberge, etc. Mais, vous savez, il n'y a pas de recette socialiste pour combattre le déficit ni libéral ni chrétienne. Il faut surtout être efficace. Est-ce que ce n'est pas paradoxal d'être aussi critique avec la NVA que vous l'êtes vous aujourd'hui dans ce livre, quand on sait que la NVA était en cartel avec le CDNV? Ça veut dire que ce cartel était une erreur de l'histoire? Après coup, oui, évidemment. Mais il faut se mettre à la place de ceux qui ont négocié le cartel il y a 5 ou 6 ans. Nous étions dans l'opposition depuis 8 ans. C'était l'époque du gouvernement Verhofstadt. Alors, il fallait absolument briser la majorité libérale et socialiste. Et donc, moi, j'ai dit, ils sont prêts à se lier même avec le diable. À l'époque, la NVA était un tout petit parti. Un tout petit diable, mais qui a grandi. En dessous du seuil électoral. 5%, Et depuis lors, évidemment, oui, il a bénéficié aussi de certaines erreurs que nous avons commises de notre part. Oui. Alors ça s'appelle Le nationalisme ou le recul de l'histoire, c'est aux éditions Avant-Propos, et ça s'adresse à tout le monde, et en tout cas à tous ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les débats, notamment institutionnels. Merci Marc Eskens d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera le journal en direct à 18h avec Marine Hubert. Bonne journée. Un grand merci.